Le père de Thomas Crooks, le jeune homme de 20 ans qui a tiré sur Trump, pourrait aller en prison comme le père d'Ethan Crumbley. Il semble également qu'il ne tombe pas seul, car des photos alléguant que Thomas Crooks était juif ont circulé sur l'Internet. Pourquoi aurait-il voulu tuer Trump? N'était-il qu'un pion au service d'un supérieur? Père de Thomas Crumbley condamné. L'incident choquant survenu lors d'un rassemblement en Pennsylvanie a laissé tout le monde stupéfait. Ce jour-là, vers 18h, M. Crooks a installé son fusil de type AR et s'est allongé sur le toit, un détonateur dans la poche, pour déclencher des engins explosifs rudimentaires cachés dans sa voiture garée à proximité. Les manifestants ont crié aux officiers, pointant du doigt et criant qu'un homme armé était monté sur le toit. Des témoins ont enregistré son image sur leur téléphone portable. Selon le shérif du comté de Butler, Michael Sloop, un officier local est monté sur le toit. Crooks s'est tourné vers l'officier juste avant que celui-ci ne se mette à l'abri. Crooks a tiré le premier coup de feu, tuant un quinquagénaire marié et père de 2 filles et blessant 2 autres manifestants. L'une des balles a atteint Trump à l'oreille. Les tireurs d'élite l'ont abattu dans les 26 secondes qui ont suivi son tir, mais le mal était déjà fait. Thomas Crooks est devenu le centre d'une enquête sérieuse qui a soulevé des questions sur la responsabilité parentale et les conséquences juridiques potentielles pour son père, Matthew Crooks. Les enquêteurs ont découvert que Thomas Crooks avait effectué des recherches sur Internet concernant les parents d'Ethan Crumbley, ce qui est complexe. Pour comprendre la gravité de la situation, examinons des cas similaires qui ont fait jurisprudence. L'un des cas les plus notables est celui d'Ethan Crumbley, le tireur du lycée du Michigan. James et Jennifer Crumbley ont été condamnés à une peine de 10 à 15 ans de prison pour homicide involontaire. Ils ont été reconnus coupables d'avoir ignoré de nombreux signes avant-coureurs sérieux fils, ce qui en fait un cas historique où les parents ont été tenus pour responsables des crimes de leur enfant. Une autre affaire importante est celle du père du tireur de Highland Park. En novembre dernier, il a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de conduite imprudente. Les procureurs ont fait valoir qu'il aurait dû savoir que son fils de 19 ans représentait un danger pour le public lorsqu'il a signé sa demande de carte d'identification de propriétaire d'armes à feu. Ces affaires ont créé un précédent en matière de responsabilisation des parents et les projecteurs sont désormais braqués sur Matthew Crooks. Pourrait-il subir les mêmes conséquences juridiques pour les actes de son fils? Les détails de ce qu'il savait et du moment où il l'a su seront déterminants pour son sort. L'enquête sur les agissements de Thomas Crooks bat actuellement son plein. Les forces de l'ordre, dont le FBI et les services secrets, passent méticuleusement au peigne fin tous les détails afin de reconstituer ce qui a conduit à l'incident lors du rassemblement en Pennsylvanie. L'une des découvertes les plus intrigantes est l'historique des recherches sur Internet de Thomas Crooks, qui comprenait des recherches liées aux parents d'Ethan Crumbley. On peut donc se demander si Thomas n'a pas réfléchi à l'impact de ses actes sur ses propres parents. Matthew Crooks, le père de Thomas, coopère avec les enquêteurs fédéraux. Avant le rassemblement, Matthew a appelé la police pour lui faire part de son inquiétude quant à l'endroit où se trouvait son fils. Cet appel pourrait constituer un élément de preuve essentiel pour déterminer ce que Matthew savait des intentions de son fils et quand il l'a su. Toutefois, il est difficile de tenir les parents de Thomas Crooks légalement responsables. Contrairement au Michigan, la Pennsylvanie n'a pas de loi sur la conservation des armes qui oblige généralement les propriétaires d'armes à sécuriser les armes à feu dans les maisons où se trouvent des mineurs. En outre, Thomas Crooks avait plus de 18 ans, ce qui complique encore le paysage juridique. Des experts juridiques comme Andrew Willinger du Duke Center for Firearms Law soulignent qu'il faudrait que les faits soient aussi graves que dans l'affaire Crumbley pour que Matthew Crooks subisse des conséquences juridiques. Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie, a récemment fait la une des journaux pour avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Crooks avait fait des recherches obsessionnelles sur Ethan Crumbley, l'adolescent responsable de la tragique fusillade du lycée d'Oxford en 21. Crooks avait une photo d'identité judiciaire de Crumbley sur son téléphone portable et s'était plongé dans la vie de Crumbley et de ses parents. Le FBI et les services secrets américains ont révélé cette information choquante lors d'une réunion avec des législateurs. Ils ont révélé que Crooks avait fait des recherches sur le tireur d'Oxford et ses parents sur Internet. Cette révélation n'a pas surpris Steve St. Juliana, dont la fille Anna, âgée de 14 ans, était l'une des 4 étudiants tués lors de la fusillade d'Oxford. Juliana a indiqué que les personnes qui étudient ces tragédies savent que les tireurs font souvent des recherches sur des incidents antérieurs. Lui et sa fille aînée font partie du mouvement No Notoriety, qui vise à éviter de donner aux tireurs de masse la célébrité qu'ils recherchent. Il estime que la fascination de Crooks pour Crumbley est un excellent exemple de la raison pour laquelle ce mouvement est si important. Le procureur du comté d'Oakland, Karen McDonald, qui a pris la décision novatrice d'inculper les parents de Crumbley, a également souligné les dangers de donner aux tireurs de masse la notoriété qu'ils recherchent. Elle a souligné que les recherches montrent que les tireurs de masse consultent souvent des incidents antérieurs, ce qui était le cas de Crumbley et de Crooks.
Ce modèle de comportement est alarmant et souligne la nécessité pour les médias et la société de faire preuve de prudence dans la manière dont ils traitent la couverture de tels événements. Le psychologue judiciaire Colin King, qui a interrogé Crumbley, a suggéré que Crooks aurait pu considérer Crumbley comme un mentor. King pense que Crooks cherchait des conseils dans l'affaire d'Oxford pour mettre en œuvre ses propres plans violents. Cette idée est étayée par le fait que Crooks a cherché des informations sur le trouble dépressif majeur, une maladie diagnostiquée chez Crumbley. Les deux jeunes hommes ont lutté contre des problèmes de santé mentale qui sont passés inaperçus ou n'ont pas été traités. Andy Arena, l'ancien chef du FBI de Détroit, a relevé les similitudes entre Crooks et Crumbley. Tous deux étaient de jeunes hommes qui avaient du mal à s'intégrer et luttaient contre des problèmes de santé mentale. Crooks a même écrit dans son journal que ses parents avaient ignoré ses appels à l'aide, reflétant ainsi les propres expériences de Crumbley. L'obsession de Thomas Crooks pour Ethan Crumbley ne s'est pas arrêtée à ses recherches. Crooks a méticuleusement planifié ses actions en s'inspirant des actes horribles de Crumbley. Les enquêteurs ont découvert que Crooks avait effectué de nombreuses recherches en ligne sur des personnalités politiques majeures des deux partis, notamment Trump et Biden, et sur leurs événements politiques. Cela indique que Crooks n'était pas seulement fasciné par les actes de Crumbley, mais qu'il cherchait également une cible de premier plan pour gagner en notoriété. 3 jours après que la campagne Trump a annoncé son rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, M. Crooks a cherché la date et le lieu de la convention nationale du Parti démocrate qui a lieu en août à Chicago. Il a également cherché le lieu du rassemblement de Trump à Butler. Ce niveau de planification et de recherche montre un niveau effrayant de dévouement à ses intentions violentes. L'un des aspects les plus choquants de cette histoire est l'arme utilisée dans les deux cas. Crooks a utilisé une arme appartenant à son père pour tenter de tuer Trump, tout comme Crumbley a utilisé une arme achetée par son père pour commettre la fusillade de l'école. Cette étrange similitude ajoute une nouvelle couche d'horreur à un récit déjà troublant. Le fait que les deux jeunes hommes aient eu accès aux armes à feu de leur père met en lumière une question essentielle concernant la sécurité des armes à feu et l'importance de sécuriser les armes à la maison. James et Jennifer Crumbley, les parents d'Ethan, sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers parents américains à être condamnés pour une fusillade de masse perpétrée par leur enfant dans une école. Ils ont été reconnus coupables de ne pas avoir sécurisé une arme à leur domicile et d'avoir ignoré les problèmes de santé mentale de leur fils. Ethan Crumbley purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que ses parents ont écopé de 10 ans de prison. Tous trois font appel de leur condamnation. Plus tôt dans la journée du 13 juillet 24, Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans, a acheté 50 cartouches de 5,56 mm pour son fusil de type AR à Bethel Parks, en Pennsylvanie. Il a ensuite roulé vers le nord jusqu'à Butler, où se tenait le Butler Farm Show, où Trump devait tenir un rassemblement. Crooks a garé sa voiture sur le parking d'une station-service à environ un tiers de mile de l'événement. Vers 17h, M. Crooks a été vu en train d'arpenter les abords de la zone de rassemblement, l'air suspect. Certains participants au rassemblement ont enregistré son image sur leur téléphone portable. À 17h20, les forces de l'ordre local ont remarqué Crooks avec un sac à dos et un télémètre. Elles ont fait part de leurs inquiétudes par radio et ont pris une photo, mais Crooks a disparu. L'image a été diffusée parmi les agents postés à l'extérieur du périmètre de sécurité. À 17h40, les forces de l'ordre local ont de nouveau repéré Crooks, 20 minutes seulement avant la fusillade. À 18h, M. Trump est monté sur scène au son de God Bless the USA. Dieu bénisse les États-Unis. Il salue la foule qui l'acclame et commence son discours. Des équipes de 2 tireurs d'élite des services secrets étaient positionnées sur les toits derrière la scène, regardant dans des directions opposées. Qui voulait la mort de Trump? Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des questions ont commencé à se poser. Qui est à l'origine de ce complot? S'agissait-il d'un loup solitaire agissant pour des raisons de vengeance personnelle ou bien d'un complot plus vaste? Les théories vont du plus plausible au plus farfelu, mais un nom revient sans cesse dans les discussions. BlackRock. BlackRock, le géant financier qui gère des milliers de milliards de dollars, a toujours été un acteur puissant sur les marchés mondiaux. Son influence s'étend bien au-delà de Wall Street, touchant divers aspects de l'économie et de la politique. L'idée que BlackRock puisse être impliqué dans un attentat contre la vie de Trump a semblé farfelue à certains, mais d'autres ont estimé qu'il pouvait y avoir un lien qui méritait d'être exploré. Si l'on considère que les enquêtes n'ont pas permis de trouver un motif convaincant pour expliquer les actes de Thomas Crooks, est-il possible qu'il ait travaillé avec quelqu'un? La veille de cette tentative d'assassinat, une société d'investissement basée au Texas, Austin Private Wealth, APW, a effectué une opération financière très suspecte. Elle a déposé une demande d'option de vente sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group, TMTG, auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, une option de vente est essentiellement un pari sur la chute de la valeur d'une action. Si Trump avait été tué, la valeur de TMTG aurait probablement chuté, ce qui fait que ce mouvement semble être plus qu'une simple coïncidence.
Des captures d'écran de cette option de vente provenant d'un terminal Bloomberg se sont rapidement répandues sur les médias sociaux avant de disparaître mystérieusement plus tard dans la journée. Les spéculations sont allées bon train, beaucoup pensant qu'APW détenait des participations importantes dans des fonds Vanguard et BlackRock, les reliant à des personnalités puissantes comme George Soros et la famille Rothschild. Le timing et les connexions étaient trop étranges pour être ignorés. Les suites de la tentative d'assassinat de Trump ont été pour le moins chaotiques. Lorsque la nouvelle s'est répandue, le marché boursier a réagi de manière spectaculaire. Trump Media and Technology Group, TMTG, a vu le cours de son action passer de 31,25 $ à 46,17 $ par action avant de se stabiliser juste au-dessus de 37 $. Cette hausse soudaine a entraîné des pertes importantes pour ceux qui avaient vendu l'action à découvert, notamment Austin Private Wealth, APW. L'incident a suscité une vive réaction de la part du public. Les captures d'écran de l'option de vente déposée par APW ont largement circulé sur les médias sociaux, alimentant les théories du complot. Le fait que ces captures d'écran aient disparu plus tard dans la journée n'a fait qu'accroître les soupçons. Les gens ont commencé à faire des rapprochements, reliant les avoirs importants d'APW dans les fonds Vanguard et BlackRock à des personnalités puissantes telles que George Soros et la famille Rothschild. La controverse s'est aggravée lorsqu'il a été révélé que le tireur présumé était apparu dans une publicité pour BlackRock. Ce lien n'était trop important pour être ignoré. BlackRock a rapidement retiré la publicité et condamné la tentative d'assassinat en la qualifiant d'odieuse et d'affreuse, mais le mal était fait. Le public s'est demandé s'il n'y avait pas une conspiration plus profonde en jeu. À la suite de la tentative d'assassinat de Trump, Austin Private Wealth, APW, a fait l'objet d'un examen minutieux. Le dépôt suspect d'une option de vente juste avant l'incident a fait froncer les sourcils et alimenter les théories du complot. Bien qu'APW ait affirmé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture, le moment choisi et les liens avec des fonds importants comme Vanguard et BlackRock étaient trop frappants pour être ignorés. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, est un mastodonte du monde financier. Avec des milliers de milliards de dollars sous gestion, son influence est inégalée. Larry Fink, le PDG de BlackRock, est une figure emblématique du secteur financier, qui s'exprime souvent sur des questions politiques. L'idée que BlackRock puisse s'inquiéter du résultat de l'élection de 24 n'est pas farfelue, surtout si l'on considère les enjeux en cause. La présidence de Trump a été marquée par des politiques qui se sont souvent heurtés aux intérêts des grandes institutions financières. Son approche du commerce, de la réglementation et de la politique étrangère a créé des vagues d'incertitude sur les marchés. Pour une société comme BlackRock, qui se nourrit de stabilité et de prévisibilité, la perspective d'un second mandat de Trump pourrait être considérée comme un risque important. Alors que M. Trump faisait allusion à une nouvelle candidature à la présidence, des rumeurs ont commencé à circuler sur les inquiétudes supposées de BlackRock. Certains initiés ont affirmé que le géant financier était profondément inquiet des perturbations potentielles qu'un retour de Trump pourrait causer. Ce contexte d'inquiétude financière a ouvert la voie à une série de spéculations qui n'ont pas tardé à frapper l'imagination du public. La tentative présumée d'assassinat de Trump à la fin de l'année 23 a alimenté ces spéculations. Se pourrait-il que BlackRock, soucieuse de protéger ses intérêts, ait été impliquée d'une manière ou d'une autre dans ce complot? La théorie semble sortir d'un thriller d'espionnage, mais elle a fait son chemin dans certains cercles. Pour comprendre pourquoi cette théorie a pris de l'ampleur, il convient d'examiner certains développements récents. En juillet 24, les principaux donateurs de Wall Street, y compris ceux qui ont des liens avec BlackRock, ont exprimé leur inquiétude croissante face au climat politique actuel. Des rapports ont suggéré que ces donateurs se demandaient s'il fallait continuer à soutenir le président Biden ou faire pression pour un autre candidat. Le calendrier de ces préoccupations, associé à la tentative présumée d'assassinat de M. Trump, a créé une tempête parfaite de spéculation. Certains pensent que BlackRock, craignant l'instabilité potentielle d'une présidence Trump, aurait pris des mesures drastiques pour l'empêcher. L'idée qu'un géant de la finance puisse orchestrer un tel complot est sensationnelle, mais elle n'est pas totalement exclue du champ des possibles dans le monde de la politique et de la finance à enjeux élevés. Lorsque la poussière est retombée, l'Internet est devenu un terrain propice aux théories du complot et à la désinformation. L'une des affirmations les plus sensationnelles est venue du représentant Mike Collins, RGA, qui a publié sur son compte personnel X que Joe Biden a donné les ordres. M. Collins s'est appuyé sur une citation du président Biden, sortie de son contexte, dans laquelle ce dernier déclarait « Il est temps de mettre Trump dans le mille ». Cette citation provient d'un appel privé avec des donateurs, les exhortant à détourner leur attention du débat et à l'orienter vers Trump. Rien ne prouve que M. Biden ait été impliqué dans la tentative d'assassinat. Le président Biden a réagi à l'incident en exprimant sa gratitude à l'égard de la guérison de M. Trump et a ordonné un examen indépendant des événements survenus lors du rassemblement. Il a condamné la violence en déclarant « Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence. C'est malsain. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons unir ce pays. »
Malgré les déclarations de M. Biden, le conspirationniste Alex Jones a affirmé sans fondement que l'attentat était une tentative d'assassinat de l'État profond et un coup d'État manqué. Cette théorie a été amplifiée sur les canaux des Proud Boys, de nombreuses affiches affirmant qu'une proposition de loi démocrate visant à retirer la protection des services secrets aux criminels condamnés, y compris Trump, était la preuve que l'assassinat avait été planifié. Certains utilisateurs non identifiés sur des forums comme 4chan ont affirmé être des contre-tireurs des services secrets et ont déclaré qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas tirer sur l'assassin en puissance. Malgré l'absence de preuves, ces affirmations se sont répandues sur des forums plus largement lus. Cependant, les équipes de tireurs d'élite des services secrets sont finalement passées à l'action, abattant le tireur peu après qu'il ait ouvert le feu. Les critiques ont accusé une initiative de diversité des services secrets d'être à l'origine d'une protection insuffisante, en utilisant des vidéos et des photos trompeuses pour dépeindre les agents féminins comme incompétents. L'image d'une agente des services secrets a circulé sur l'Internet. Elle la montrait recroquevillée derrière Trump au lieu de prendre une balle pour lui. Des photos et des vidéos vérifiées confirment que l'agent faisait partie d'un groupe escortant Trump hors de la scène. En outre, des allégations ont été formulées selon lesquelles Thomas Crooks, prétendument juif, aurait agi par haine envers Trump. Cette allégation est née d'une photo virale d'un homme ressemblant à Crooks et portant une kippa. Cette affirmation a toutefois été contestée, car l'image complète montrait la personne dans une classe de l'université de Slippery Rock, qui n'a aucun lien avec l'incident de la fusillade. Cependant, le récit a rapidement gagné en popularité, en particulier sur des plateformes de médias sociaux marginaux comme Telegram, 4chan, Gab et Truth Social, avant de se répandre sur des plateformes plus grand public. Daniel Elia, directeur de recherche à la société de cybersécurité Brinker, a constaté une augmentation du contenu antisémite après la tentative d'assassinat. Il a indiqué que des récits diffusant de la désinformation ont vu le jour, comme l'affirmation que Crooks est juif ou que les juifs accusent l'Iran d'avoir perpétré l'attentat pour dissimuler un plan sioniste. Une autre campagne de désinformation importante a suggéré que l'attentat avait été mis en scène. Des personnalités de groupes extrémistes et des personnalités de l'alt-right ont propagé ces théories, suggérant que l'attaque avait été orchestrée pour écarter Trump de sa position politique. Elia a souligné que ces théories du complot sont notamment diffusées sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Il existe un lien entre la vague actuelle de désinformation concernant la tentative d'assassinat de Trump et la guerre à Gaza. Les théories du complot suggèrent que Trump n'est pas favorable aux aspirations sionistes sur ce territoire, ce qui les incite à penser que c'est la raison pour laquelle Israël ou les sionistes ont perpétré une tentative d'assassinat. Certains utilisateurs des médias sociaux ont affirmé sans fondement que le tireur était juif ou qu'il faisait partie de la gauche radicale ou Antifa. Au lendemain des attentats terroristes du 7 octobre, les incidents antisémites se sont multipliés dans le monde entier. Outre les actes de violence choquants commis dans la vie réelle, le harcèlement en ligne et les théories du complot ont également augmenté en réponse aux attaques et à la guerre qui s'en est suivie entre Israël et le Hamas. Les fake news antisémites ont refait surface après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump la semaine dernière. Après l'attentat, au cours duquel M. Trump a été légèrement blessé, un participant au rassemblement a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés, des conspirationnistes en ligne ont prétendu sans fondement que l'assassin potentiel était juif ou lié à Israël. La tentative d'assassinat a donné lieu à une recrudescence des contenus antisémites. Récemment, des médias américains ont affirmé que l'Iran préparait l'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump. Selon ces informations, des responsables américains anonymes ont révélé que les services de renseignement avaient eu connaissance d'une menace iranienne potentielle sur la vie de Trump. Cette information a conduit à un renforcement significatif des mesures de sécurité pour l'ancien président. Le moment choisi pour ces révélations est crucial. Quelques jours avant l'attaque de Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, CNN a fait état des mesures de sécurité renforcées en raison de la menace iranienne présumée. Malgré ces précautions, un tireur solitaire âgé de 20 ans a réussi à ouvrir le feu sur Trump depuis un toit exposé, à quelques 150 mètres de là. Cet incident a soulevé de sérieuses questions quant à l'efficacité des mesures de sécurité et à la crédibilité des renseignements sur la menace. La réponse de l'Iran à ces allégations a été rapide et ferme. Nasser Kanahani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a catégoriquement nié toute implication dans l'attaque. Il a qualifié ces allégations de malveillantes et de politiquement motivées, conçues pour servir certains objectifs politiques. M. Kanahani a souligné que l'Iran n'avait aucunement l'intention de mener une telle action et a rejeté ces allégations comme étant sans fondement. Cependant, M. Kanahani n'a pas hésité à mentionner la volonté de l'Iran de poursuivre M. Trump pour son rôle dans l'assassinat de Qassem Soleimani, un haut responsable militaire, en 1920. Concentrons-nous à présent sur la réponse des États-Unis à la prétendue menace iranienne et à l'attaque subséquente contre M. Trump.
À la suite des rapports des services de renseignement sur un éventuel complot iranien, les autorités américaines ont renforcé la sécurité de l'ancien président. Les services secrets, chargés de la protection de M. Trump, ont pris la menace au sérieux et ont adapté leurs ressources en conséquence. Malgré ces mesures de sécurité renforcées, l'impensable s'est produit. Lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, un tireur solitaire de 20 ans a réussi à ouvrir le feu sur Trump depuis un toit exposé, à quelques 150 mètres de distance. L'attaque a choqué la nation et a soulevé des questions immédiates sur la manière dont une telle faille de sécurité a pu se produire. Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a évoqué l'incident en déclarant que l'agence recevait constamment de nouvelles informations sur les menaces et qu'elle prenait des mesures pour ajuster les ressources en fonction des besoins. Il a souligné que les services secrets prenaient toutes les menaces au sérieux et réagissaient en conséquence. Cependant, le fait que l'attaque ait eu lieu malgré le renforcement de la sécurité a conduit à un examen minutieux des protocoles et de l'efficacité de l'agence. Alors, où en sommes-nous ? Les allégations contre l'Iran concernant le complot visant à assassiner Trump ont déclenché un tourbillon de controverses et de spéculations. Malgré les dénégations véhémentes de l'Iran et son insistance à poursuivre Trump pour l'assassinat de Qassem Soleimani, les États-Unis restent en état d'alerte. L'attentat perpétré par un tireur isolé lors du rassemblement de Pennsylvanie a placé les services secrets sous haute surveillance et a donné lieu à un examen indépendant ordonné par le président Joe Biden. Il est évident que les doigts seront pointés dans de nombreuses directions tant que le FBI ne trouvera pas de motif pour les actions de Thomas Crooks. Cependant, que se passe-t-il si le FBI ne tient pas compte de l'auteur le plus évident de cette affaire ? S'agit-il d'un coup monté de l'intérieur ? S'agissait-il d'un travail interne ? L'une des théories les plus sensationnelles est celle de l'existence d'un second tireur positionné sur un château d'eau voisin. Cette théorie rappelle la tristement célèbre conspiration de la butte herbeuse qui a entouré l'assassinat du président John F. Kennedy. Tout comme la conspiration JFK, la théorie du château d'eau a son propre groupe de témoins et une pléthore de photos et de vidéos disséquées par les vlogueurs et les TikTokers. Alors, qu'est-ce que les gens disent exactement ? Certains pensent que Thomas Crooks était un bouc émissaire, chargé de porter le chapeau, tandis que le véritable tireur se trouvait sur la tour d'eau, prêt à le réduire au silence par la suite. D'autres suggèrent que le second tireur était un tireur d'élite qui a effectivement tiré sur Trump, lui frôlant l'oreille pour créer une scène dramatique et sanglante dans le cadre d'une opération sous fausse bannière. Joseph Uscinski, professeur de sciences politiques à l'Université de Miami qui étudie les théories du complot, n'est pas surpris par le discours sur le deuxième tireur. Selon lui, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. La théorie du deuxième tireur s'est imposée quelques heures seulement après le rassemblement. En l'espace d'une semaine, elle a attiré l'attention de plusieurs membres du Congrès. Le sénateur du Wisconsin Ron Johnson, connu pour promouvoir des théories du complot discréditées, a déclaré sur Fox News « J'ai vu des vidéos très intéressantes sur Internet, réalisées par des experts, qui remettent certainement en question ce que le FBI nous dit à propos d'un seul tireur. » Bien que le FBI et les services secrets aient déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'un second tireur, la théorie continue de se répandre comme une traînée de poudre. La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a même démissionné après avoir été critiquée pour ne pas avoir fait assez d'efforts pour démystifier la fausse information. Des témoins oculaires de la scène chaotique ont jeté de l'huile sur le feu. Une femme, Erin, a déclaré à un correspondant de NBC News qu'un homme à côté d'elle affirmait avoir vu un tireur d'élite tuer le futur assassin de Trump depuis le château d'eau. Une autre femme, dont le nom n'a pas été révélé, a déclaré à Fox News qu'elle avait entendu dire qu'il y avait 2 tireurs, l'un dans le château d'eau et l'autre près de la clôture. Ces témoignages, combinés à la nature virale des médias sociaux, ont donné lieu à des dizaines de milliers de messages quotidiens sur des plateformes telles que X, créant des théories sur l'existence d'un second tireur et s'y associant. L'un des premiers messages a été publié par Ryan Upchurch, un YouTuber et musicien de Nashville, dans le Tennessee. Sur TikTok, ils se demandent pourquoi ils ont continué à couvrir le château d'eau. NBC News a également effectué sa propre analyse d'autres vidéos du château d'eau datant du jour du rassemblement et d'avant, y compris une vidéo promotionnelle de 2019 pour l'exposition agricole du comté de Butler. L'agrandissement d'une photo de ces vidéos a montré la même tache sombre sur le côté droit de la tour que dans les clips des théoriciens du complot, ce qui suggère que leur preuve n'est probablement qu'une ombre et non un deuxième assassin. Qu'il y ait eu ou non un deuxième tireur, la question reste entière. Comment Crooks a-t-il pu échapper à la vigilance des services secrets et des tireurs d'élite ? La réponse réside dans une série de vulnérabilités et d'oublis en matière de sécurité qui lui ont permis d'accéder à un toit proche du rassemblement. Le rassemblement a eu lieu près d'un immeuble dont le toit se trouvait à seulement 130 mètres de l'estrade de M. Trump. Ce toit était un point vulnérable connu, comme l'a rapporté NBC News, qui a cité 2 sources familières avec les opérations des services secrets. Malgré cela, personne ne sécurisait le bâtiment ou le toit. Cette omission flagrante a permis à Crooks d'accéder au toit sans aucune résistance.
Une source citée par NBC News a déclaré « Quelqu'un aurait dû être sur le toit ou sécuriser le bâtiment pour que personne ne puisse monter sur le toit ». Ce manque de sécurité sur le toit est la première défaillance majeure qui a permis à Crooks de se mettre en position. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a souligné que le champ de vision entre le toit et l'estrade de M. Trump aurait dû être bloqué. Cela aurait empêché Crooks de viser clairement Trump. Cependant, cette mesure cruciale n'a pas été prise, laissant Trump exposé à des menaces potentielles venant d'en haut. M. Mayorkas a déclaré que les fonctionnaires allaient vraiment étudier l'événement de manière indépendante et faire des recommandations aux services secrets et à moi-même. Cela indique que le fait de ne pas avoir sécurisé le toit et bloqué la ligne de mire était un oubli important qui doit être pris en compte dans les futurs plans de sécurité. La situation est devenue encore plus alarmante lorsque des témoins oculaires ont déclaré avoir vu Crooks sur le toit avec un fusil. Un témoin oculaire a déclaré à la BBC que lui et d'autres personnes avaient clairement repéré Crooks rampant sur le toit. Ils ont alerté la police, mais Crooks a continué à se déplacer pendant plusieurs minutes avant de tirer des coups de feu. L'agent spécial du FBI, Kevin Rojek, a admis qu'il était surprenant que l'agresseur ait pu ouvrir le feu. Le shérif du comté a confirmé que Crooks avait été repéré par un policier local, mais que celui-ci n'avait pas pu l'arrêter à temps. Crooks était déjà dans le collimateur des autorités avant la fusillade. Un haut responsable des forces de l'ordre a déclaré à CNN que les agents pensaient qu'il agissait de manière suspecte près des magnétomètres de l'événement. Cette information aurait été transmise aux services secrets, mais il semble qu'elle ne soit pas parvenue à temps aux agents qui entouraient M. Trump. Cette rupture de communication a permis à Crooks de passer à travers les mailles du filet et d'accéder au toit. Le fait que la police locale ait été chargée de sécuriser l'anneau secondaire autour du rassemblement a également joué un rôle dans l'échec de la sécurité. Le tireur a fait feu depuis cet anneau secondaire qui était patrouillé par des agents locaux et des agents de l'État et non par les services secrets. Jonathan Wackrow, ancien agent des services secrets, a déclaré au Washington Post que le fait de s'appuyer sur les forces de l'ordre local ne fonctionne que s'il existe un plan clair sur ce qu'il convient de faire lorsqu'un danger est repéré. Le shérif du comté a admis qu'il y avait eu un échec, mais a déclaré qu'il n'y avait pas de responsable unique. Ces vulnérabilités et ces négligences en matière de sécurité ont créé la tempête parfaite qui a permis à Thomas Matthew Crooks d'accéder au toit et de perpétrer son attaque. Le manque de sécurité sur le toit, l'incapacité à bloquer la ligne de mire, la mauvaise communication et la dépendance à l'égard de la police locale ont tous contribué à cet incident tragique. Selon les services secrets, à 17h10, des agents des services secrets ont identifié un individu suspect comme étant une personne d'intérêt. À 17h30, Crooks a été repéré à nouveau, cette fois-ci avec le télémètre en main, ce qui a renforcé son statut de menace potentielle. À 17h52, des tireurs d'élite des services secrets ont repéré Crooks sur le toit d'un bâtiment situé juste à l'extérieur de la zone de sécurité. Il s'agissait du bâtiment American Glass Research, AGR, qui servait de zone de rassemblement pour la police locale. Les tireurs d'élite ont observé Crooks se déplacer sur le toit, mais à ce stade, il n'avait pas encore fait de gestes ouvertement menaçants. Les services secrets devaient déterminer s'il représentait une menace immédiate pour le rassemblement. À 18h02, Trump monte sur scène, totalement inconscient du danger potentiel qui le guette. 10 minutes plus tard, à 18h12, Crooks ouvre le feu. Les premiers coups de feu retentissent et mettent la foule en ébullition. Les contre-tireurs des services secrets qui surveillaient Crooks ont réagi rapidement. Dans les 11 secondes qui suivent le premier coup de feu, ils atteignent leur cible. 15 secondes plus tard, Crooks était abattu par les tireurs d'élite. Entre le moment où Crooks a tiré son premier coup de feu et celui où il a été neutralisé, il ne s'est écoulé que 26 secondes. Pourquoi ont-ils mis tant de temps à agir? Une nouvelle analyse réalisée par ABC News révèle que l'une des équipes de tireurs d'élite s'est repositionnée 3 minutes seulement avant les premiers coups de feu. Ce repositionnement pourrait avoir retardé l'identification de la menace et la réaction à celle-ci. On critique non seulement le temps de réaction des services secrets, mais aussi le fait qu'ils aient mis trop de temps à évacuer Trump du lieu de la fusillade. Alors que les agents entourent M. Trump, il y a une brève pause pendant laquelle l'ancien président demande à ramasser ses chaussures. Ce moment d'hésitation a été critiqué par certains experts en sécurité. Un vétéran des services secrets, Jeffrey James, a déclaré au New York Times qu'il n'aurait pas attendu. « Si c'est moi qui suis là, non. Nous y allons, et nous y allons maintenant », a-t-il déclaré. « Si c'est moi, je lui achète une nouvelle paire de chaussures. » Monsieur Trump, qui se trouvait sur scène lorsque la fusillade a éclaté, a été rapidement entouré d'agents des services secrets. Cependant, au lieu d'être immédiatement emmené en lieu sûr, M. Trump a marqué une pause, s'est rendu visible auprès de la foule et a même levé le poing dans un geste de défi. Ce moment, immortalisé par de nombreuses photos et vidéos, est devenu emblématique mais aussi controversé. L'ancien agent Robert McDonald a déclaré que les services secrets avaient fait du bon travail, bien qu'il n'y ait pas de manuel de jeu précis pour ce genre de situation. Toutefois, certains se demandent s'ils ont été assez rapides pour éloigner Trump de la zone dangereuse.
Des experts et d'anciens responsables des services secrets ont dénoncé la mauvaise gestion de la situation. John Mago, ancien directeur des services secrets, a qualifié la couverture médiatique d'absolument terrible. Il a souligné que les agents auraient dû déplacer Trump hors de la zone beaucoup plus rapidement. Hattie Smith, qui a été directeur adjoint des services secrets de 22 à 25 ans, a abondé dans le même sens en déclarant « Cela aurait dû être plus rapide ». Selon le protocole standard, le protégé doit rester plié à la taille pour que les agents puissent l'entourer et le couvrir entièrement pendant l'évacuation. Cette étape cruciale a manifestement été négligée. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type.